Bien, bonjour. Donc j'espère vous avoir convaincu dans les précédentes interventions que définir la science était une activité complexe. Puisque quel que soit le prisme simple que l'on choisit, qu'il s'agisse du recours au langage mathématique, qu'il s'agisse de la capacité à prévoir, qu'il s'agisse du lien organique avec l'expérience, qu'il s'agisse de la filiation avec le logos, dans tous les cas, si ce type d'approche dit quelque chose du geste scientifique, c'est manifestement insuffisant pour le caractériser. Et je vous le rappelle, comme nous le mentionnions aussi dans le passé, finalement, si définir est indispensable, il ne faut pas perdre de vue que définir est aussi dangereux parce que le geste est nécessairement également performatif, il infléchit le réel par cet acte de locution et il est aussi normatif, c'est-à-dire qu'il fixe des ornières desquelles il est très difficile de s'extraire parce que lorsque la définition est posée, tout acte consistant à s'extraire de celle-ci devra relever d'un acte révolutionnaire. Et donc c'est mettre la barre d'exigence, si vous voulez, extrêmement haut pour autoriser une pratique scientifique qui pourrait s'écarter ne serait-ce qu'un peu de la définition qui deviendrait éventuellement consensuelle. Dans une certaine mesure, je dirais, de façon un peu provocatrice peut-être, que les dictionnaires sont un peu des prisons. Voilà, ce sont des prisons nécessaires parce que, hélas, nous en avons sans doute besoin, mais elles ont tendance à ossifier et à figer la structure qui est considérée, ce qui n'est jamais, bien évidemment, tout à fait sans risque. Alors, s'il fallait se jeter, s'il fallait quand même proposer ou émettre une définition embryonnaire, lacunaire et insuffisante, bien évidemment, que pourrait-on suggérer ? J'ai tendance à croire que peut-être il faudrait s'autoriser, pour les raisons que je viens de rappeler, un peu de jeu. C'est-à-dire ne pas chercher la définition la plus précise possible de la science telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Parce que ce faisant, nous ferions d'abord comme si c'était possible, nous ferions d'abord semblant d'une homogénéité qui manifestement n'existe pas, mais en plus, nous rendrions extrêmement délicate l'émergence d'un clinamen, c'est-à-dire d'une petite déviation, nec plus qua minimum, disait Lucrèce, pas plus que le minimum, permettant pourtant éventuellement l'émergence de révolutions. Donc je crois que la moins mauvaise définition que l'on pourrait donner de la science à ce stade, c'est une tension. Une tension entre deux pôles. D'une part, un pôle qui serait la liberté, incroyable, presque démiurgique du scientifique. Et d'autre part, un second pôle qui serait l'implacable factualité d'un réel qui s'impose à nous indépendamment de nos désirs et de nos fantasmes. Alors, développons un peu cette idée. Qu'est-ce que j'entends par le pôle de liberté démiurgique, de liberté presque absolue du scientifique en tant que créateur ? Bon. D'abord, prenons l'exemple des mathématiques, que j'ai déjà pris plusieurs fois. De façon un peu triste, on peut noter qu'au lycée ou au collège, sauf pour les très bons élèves en maths, bien sûr, les mathématiques sont quand même un peu le lieu de concrétion de toutes nos douleurs intellectuelles et sont souvent, à tort hélas, vus par les jeunes comme un espace de coercition. Alors qu'en réalité, les mathématiques sont un incroyable espace de liberté. Là, j'ai une écharpe, voilà, j'en ai qu'une. Si j'en veux deux, bah tant pis pour moi, je n'en ai qu'une, et c'est comme ça. Mais en mathématiques, je suis Dieu. En mathématiques, je peux créer des structures qui n'existent pas, qui ne préexistent pas. Je peux créer des structures par le simple fait de les nommer. C'est extraordinaire en mathématiques. Si vous voulez inventer une nouvelle opération, il vous suffit d'écrire ce qu'elle fait, et par le simple fait que vous l'avez définie, de façon cohérente naturellement, elle est là, elle existe. Vous l'avez inventée dans la totalité de sa réalité. Alors bien sûr, il y a des règles du jeu. Il y a la théorie des ensembles et les règles de la logique, qu'on ne peut pas transgresser impunément, soit. Mais il y a un espace de liberté qui est extraordinaire en mathématiques. Et cette capacité que nous avons à pouvoir, d'un coup de baguette magique, qui est en l'occurrence un coup de crayon magique, écrire
la structure souhaitée, et si tant est qu'elle soit cohérente, alors elle existe au sens, non pas métaphorique, mais au sens le plus ontologiquement puissant de la science, du simple fait que nous l'ayons nommée. Bon, c'est un cas un peu particulier. Mais revenons maintenant à la physique, qui est une science de la nature. Donc là, évidemment, ma capacité créatrice est moindre. Je donne un exemple très connu et très ancien, mais je pense qu'il exemplifie les choses. Prenez la loi de Newton. Voici la Lune, voici la Terre. Newton nous apprend que la Terre attire la Lune avec une force qui est dirigée vers la Terre, qui est proportionnelle au produit des masses et à l'inverse du carré des distances. C'est ce qu'on appelle la loi de la gravitation universelle. D'accord ? La Terre qui est là attire la Lune qui est là, et donc la Lune subit une force comme ceci. Mais imaginez maintenant que je vous dise c'est faux. Newton a tort. Voici la loi de Barrow. La loi de Barrow, c'est qu'il y a une Terre fantomatique, spectrale, virtuelle, invisible, qui est de l'autre côté et qui repousse la Lune avec une force qui est proportionnelle au produit des masses et à l'inverse du carré des distances. On pourrait se dire, eh bien, testons, faisons des expériences et voyons qui a raison. Mais vous avez tout de suite compris que ces deux théories sont en fait la même du point de vue des équations du mouvement. Dire que la Terre qui est là attire la Lune avec une force d'attraction dirigée vers elle, ou dire qu'il y a de l'autre côté un fantôme de la Terre qui repousse la Lune avec une force de même intensité, cela conduit littéralement, exactement, avec une précision infinie, aux mêmes équations du mouvement. Par conséquent, ces deux théories sont indiscernables. Je crois qu'on se précipiterait dans l'erreur à croire que ce sont en fait la même théorie. Oui, bien sûr, elles prédisent les mêmes trajectoires, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on sait maintenant de façon très claire, en particulier grâce aux travaux des philosophes contemporains des sciences, qu'une théorie est toujours interprétée. Une théorie non interprétée, c'est-à-dire qui se limiterait à des équations, n'est jamais une théorie physique. Une théorie physique est toujours interprétée. Il lui faut un langage. Elle n'est pas qu'une succession d'équations. Et il se trouve qu'en termes ontologiques, c'est-à-dire quant à la description de l'en-soi du réel, ces deux théories sont complètement différentes. Est-ce qu'il y a des fantômes qui repoussent ou est-ce qu'il n'y a que des planètes qui attirent? Enfin, ce n'est quand même pas la même image du monde. On attend bien de la physique de créer, Foucis, de créer une image de la nature. C'est ce genre périphousséos, comme disaient les Grecs, les écrits qui étaient relatifs à la nature. Nous voulons la comprendre, cette nature. Et ces deux théories ne sont manifestement pas les mêmes. Alors, comment peut-on choisir, puisqu'elles conduisent exactement aux mêmes équations du mouvement? La réponse usuelle des scientifiques consiste à invoquer ce qu'on appelle le rasoir d'Occam, philosophe britannique du Moyen-Âge, qui stipule que toute chose étant égale par ailleurs, il faut choisir la théorie la plus simple. Oui, là encore, en toute première approximation, pour expliquer à un jeune enfant comment fonctionnent les sciences, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est très insuffisant, parce qu'en fait, ça ne veut rien dire la plus simple. Il n'y a pas de critère algorithmique absolu de simplicité. Dans ce cas particulier, évidemment, la théorie de Newton nous paraît plus simple. Mais imaginez, ce qui est faux d'ailleurs, imaginez que toutes les interactions connues jusqu'alors soient répulsives. Eh bien, peut-être qu'on trouverait plus simple de faire intervenir un fantôme, mais en ayant encore une interaction répulsive, donc en accord avec ce qui nous paraîtrait évident, que de ne pas faire intervenir de fantôme, mais d'inventer une attraction dont nous n'aurions absolument aucune connaissance jusqu'alors. La simplicité est contextuelle, elle est conjoncturelle, elle est culturelle. Donc, il ne va pas de soi de trouver quelle est la théorie la plus simple. Et bien au-delà de cet exemple qui est un peu trivial, parce que finalement ce que je dis là c'est bien connu, c'est que les théories sont sous-déterminées par les faits. Voilà, bon, ce sont des choses de philosophie des sciences élémentaires. Mais au-delà de ça, je vous proposerai plus tard des idées plus subversives, suivant lesquelles, même pour ce qui concerne des théories ne conduisant pas aux mêmes équations du mouvement, je crois que la liberté de création d'un physicien théoricien, par exemple, est absolument considérable. Elle est, à plus d'un titre, comparable à celle d'un artiste, nous reviendrons sur la science en tant qu'art de Paul Feyerabend, mais vraisemblablement plus grande encore que celle d'un artiste, parce que nous manipulons
des objets qui sont à un tel niveau d'abstraction que vraisemblablement la création est plus aisée en cela qu'elle requiert, comment dirais-je, moins de contraintes préexistantes. Voilà. Donc, le scientifique est un créateur. Mais, parce qu'il y a un mais, quelque chose s'impose à nous. Et c'est ça qui est beau aussi dans la science. C'est ce désir de toucher une altérité radicale. C'est ce désir de toucher un tout autre que soi. Je lisais assez récemment que des peuples autochtones, bon, c'est une expérience qui est tout à fait regrettable d'ailleurs, mais enfin bon, dans le passé, des explorateurs avaient, comment dire, invité, si on peut dire, quelques habitants ayant été jusqu'alors hors du contact de la civilisation globalisée à venir à New York. Bon, je pense qu'on ne fait plus ce genre de choses, je l'espère. Et dans ce que j'avais lu, ce qui avait le plus sidéré ces personnes qui étaient déconnectées de notre civilisation, c'était les musées. Ils ne comprenaient pas que nous fassions la queue et que nous payions des sommes d'argent importantes pour pouvoir regarder des images d'arbres, alors que le monde est rempli d'arbres que nous ne regardons même plus. Alors, bien sûr, nous n'allons pas résumer l'art à ça. L'art, c'est beaucoup plus que regarder une image d'arbre, évidemment. Donc, cette vision ne rend pas justice à la beauté, à la puissance et à l'absoluté même, pourrait-on dire, du geste artistique. Mais elle dit quand même quelque chose de notre passion narcissique humaine pour nous regarder nous-mêmes. Nous préférons souvent regarder une peinture magistrale d'arbre que regarder un arbre. Nous aimons nous regarder nous-mêmes. Le peintre, aussi génial soit-il, est notre semblable. Donc il y a quand même, vous voyez, une suspicion, pourrait-on dire, de narcissisme généralisé dans l'essentiel des créations humaines. Bien sûr, la science reste humaine. Elle n'échappe pas à son humanité. Nous créons les outils que nous utilisons. Mais je crois qu'elle est mue par un désir, peut-être un fantasme d'ailleurs injustifié, mais assez intéressant, d'extraction radicale par rapport à nos contingences culturelles. Je pense qu'elle échoue d'ailleurs, parce qu'on ne peut jamais s'extraire absolument de la circonstancialité qui produit l'idée. Mais elle le désire, et elle assume ce désir. Et je voudrais vous donner deux indications suivant lesquelles ce rêve finalement de toucher quelque chose qui dépasse fondamentalement notre humanité n'est peut-être pas tout à fait vain. C'est ce que j'appellerais une preuve, ou en tout cas une indication par l'échec. Il y a un peu comme on parle en théologie de théologie négative, c'est-à-dire non pas dire ce que Dieu est, mais dire ce que Dieu n'est pas, ce qui intéressait en particulier d'ailleurs beaucoup Jacques Derrida. Alors là, je ne vais pas faire une sorte de philosophie négative, mais simplement essayer de montrer que c'est, me semble-t-il, assez souvent par l'incapacité d'atteindre son but que nous avons un indice de la véritable altérité avec laquelle la science nous confronte. Soyons clairs et pragmatiques. Ce qu'on mesure n'est pas toujours ce qu'on attendait. Parfois, c'est plus génial encore, c'est plus beau, mais parfois, c'est la déception. Et je trouve que la déception, ça montre une chose. C'est quoi? C'est que ce que nous observons n'est pas une pure construction sociale. Si c'était une construction sociale, croyez-moi, dans bien des cas, nous aurions aimé voir autre chose. Je vous donne un exemple un peu construit dans l'actualité, puisque comme toujours, j'essaye à la fois de vous parler d'une philosophie très élémentaire, des sciences, mais aussi de vous apprendre un peu de science. Bon. Ce grand accélérateur de Genève, le LHC, grand collisionneur de hadrons, littéralement, au CERN. Je vous disais dans un cours précédent qu'il avait permis la détection du boson de Higgs. Bon, c'est magnifique, vous vous rappelez, c'est cette espèce de champ qui permet la brisure spontanée de symétrie et qui réhabilite
la diversité du monde en dépit de l'unification conceptuelle des forces. Bon, on le prédit il y a 40 ans, on l'observe aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ça marche bien et c'est incontestablement un succès. D'ailleurs, j'en profite pour faire une remarque. Je suis désolé, j'ai souvent un discours gigogne avec des remarques qui s'incluent dans les parenthèses, dans les notes de bas de page. J'espère que c'est quand même un tout petit peu possible à suivre. Mais vous savez, c'est pas très grave, hein. Moi, je m'en fiche un peu qu'on fasse le programme ou pas. Voilà, j'essaye. Tant que ça vous intéresse un peu, moi, je suis content. Voilà. Donc, c'est pas très grave si on se perd dans les ramifications. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un peu de contenu. Voilà. Le fait que le contenu colle ou non à l'intitulé officiel est pour moi secondaire. Et donc, la remarque que je voulais faire est la suivante. Vous avez remarqué cette chose étrange dans le prix Nobel, qui souvent d'ailleurs n'intéresse pas énormément les scientifiques, mais qui du point de vue du grand public est une sorte de grand-messe de célébration de la science. On ne peut pas donner un prix Nobel collectif, au-delà de 3 personnes, sauf le prix Nobel de la paix. Mais pour un prix Nobel de physique, on ne peut pas le donner à une collectivité. Ça, c'est très triste, je trouve, et c'est très grave même. On ne peut pas donner le prix Nobel de physique au CERN. Donc on l'a donné à M. Higgs et les 2 acolytes avec lesquels il a inventé ce processus. Il le mérite tout à fait, hein, loin de moi l'idée de dénier à Peter Higgs et ses collègues leurs qualités intellectuelles. Mais soyons honnêtes, c'est un mécanisme qui était dans l'air du temps. Ils ont été les premiers à le dire, ça a fonctionné et ils méritent toutes nos félicitations. Mais j'ai tendance à croire que ce petit chef-d'œuvre de coopération humaine que constitue le CERN est beaucoup plus génial encore que l'idée de Higgs qui, je le répète, était inspirée d'autres domaines de la physique. Mais on ne peut pas donner le prix Nobel au CERN. Comme si, vous voyez, nous étions encore prisonniers, peut-être d'ailleurs les documentaires télévisés contribuent-ils à cette vision erronée de la science, comme si donc nous étions prisonniers d'une vision qui voudrait que les progrès, les avancées, les révolutions scientifiques ne puissent être que la conséquence de quelques esprits géniaux. Ce qui arrive parfois, mais ce qui arrive rarement. En réalité, il y a aussi un travail collectif, une sorte d'intelligence collective, une émergence de génialité dans l'interaction humaine qui est, me semble-t-il, plus belle encore et qui ne peut pas être valorisée. Bon, on s'en fiche un peu du prix Nobel, hein, on peut vivre sans, mais c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas, à ce niveau de médiatisation, dirons-nous, le médiatiser, d'autant plus que le CERN est très intéressant aussi en termes de modèle social, de l'émergence d'une réussite fondée sur la collaboration et non pas sur la compétition. C'est génial le CERN, hein, c'est un des plus grands laboratoires du monde, avec une capacité de création à la fois d'appareils et d'idées qui est exceptionnelle. Et je trouve que même du point de vue politique, ça serait intéressant que nous puissions interroger la réussite de ce modèle qui n'est pas du tout fondé sur la compétition, mais fondamentalement sur l'aspect collaboratif, la mise en commun et le partage des ressources intellectuelles. Bon, je ferme cette parenthèse et j'en reviens donc à ce que je vous disais. Ce grand collisionneur de hadrons a donc permis de voir le boson de Higgs, magnifique, prix Nobel à la clé, tout le monde est content. Mais soyons honnêtes, ce n'était pas la seule, et peut-être même pas la première, motivation qui avait conduit les physiciens à son élaboration. Vous savez, le grand collisionneur de hadrons, c'est un instrument très lourd qui a coûté des sommes colossales, des milliards d'euros, des décennies d'efforts, des milliers de personnes mobilisées. C'est une réussite technique absolument incontestable, mais c'est un effort gigantesque pour la communauté scientifique. Bon, vous imaginez bien que tout ça n'a pas été fait que pour corroborer l'existence du Higgs qui était déjà enseigné dans tous les manuels de physique des particules. Non. Non. Le but principal était de découvrir de nouvelles particules, et en particulier ce qu'on appelle des particules supersymétriques. Alors, la supersymétrie, c'est une théorie magnifique. Voilà. Alors, je vous dis en quelques mots ce dont il s'agit. La supersymétrie, c'est une théorie qui étend le modèle standard de la physique des particules élémentaires. On a un modèle qui est bien établi, mais qui comporte un certain nombre de lacunes et d'arbitraires. Et la supersymétrie, c'est quelque chose qui vient le généraliser. Et on peut montrer que, suivant certaines hypothèses, c'est même la seule symétrie supplémentaire qu'on puisse adjoindre à ce modèle, sans rompre
un certain nombre de fondamentaux, dont la variance de Lorentz Poincaré. Donc, la supersymétrie, c'est pas n'importe quoi. C'est, je caricature un peu, mais à peine, la seule chose que vous puissiez faire si vous voulez aller au-delà du modèle standard en ajoutant des symétries. Or, les symétries, c'est la base de la physique contemporaine. C'est le concept de jauge. On assoit toute la physique sur les symétries. Ça, c'est un premier très bon point pour la supersymétrie. Le second très bon point, c'est qu'au niveau, dirais-je, philosophique, c'est un lien entre deux mondes. Nous avons, dans l'étude du microcosme, d'un côté les particules, de l'autre les forces. D'un côté les objets, si vous voulez, de l'autre les interactions. Du côté des objets, vous avez les quarks, up, down, charm, strange, top, bottom, les leptons, c'est-à-dire électrons, muons et taux, et leurs neutrinos associés. Voilà, ça c'est toute la matière. Et de l'autre côté, nous avons les médiateurs des interactions, c'est-à-dire ce qui permet les interactions entre la matière. Typiquement, le photon, le gluon, les bosons de jauge W et Z0 et le graviton. Mais ces deux mondes ne se parlent pas, parce que les particules du côté de la matière et les particules du côté des forces ne sont pas les mêmes. Nous avons d'un côté ce qu'on appelle des fermions, de l'autre côté ce qu'on appelle des bosons. Et ils vivent des vies essentiellement indépendantes, même si bien sûr les uns utilisent les autres. Mais ils ne sont pas régis, dirons-nous, par les mêmes lois physiques. Or, la supersymétrie, c'est quelque chose qui met en relation les fermions et les bosons. C'est quelque chose qui nous dit, pour chaque fermion, j'ai un boson, pour chaque boson, j'ai un fermion, pour chaque force, j'ai une particule, pour chaque particule, j'ai une force. C'est donc une théorie très élégante, parce qu'elle va établir un pont entre des univers, en quelque sorte, pas des univers au sens des lieux dans l'espace, hein, mais des univers conceptuels, qui étaient jusqu'alors disjoints. Bon, c'est un second très bon point pour la beauté, pourrait-on dire, de la supersymétrie. Bon, je ne peux pas m'empêcher de faire encore une parenthèse, je suis sûr que vous allez me le pardonner. Je parle de beauté. C'est important la beauté en science. Hein. Le grand mathématicien Atiyah, lauréat de la médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, disait quelque chose comme, en mathématiques, il faut toujours suivre la vérité et la beauté, mais en cas de doute, choisir la beauté. Alors, ne me comprenez pas cette phrase, hein. Il ne voulait pas dire « tant que c'est beau, vous pouvez faire des fautes ». Non, non, c'est évidemment pas ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire, c'est parfois la cohérence esthétique d'un modèle nous paraît si belle qu'il faut peut-être s'autoriser à briser nos certitudes sur l'axiomatique, sur les structures, sur les bases, pour permettre l'existence de ces structures. C'est ça qu'il veut dire. C'est que parfois, la beauté est un guide extraordinairement puissant pour l'intuition. Même si par ailleurs, des physiciens, dont en particulier aujourd'hui Sabine Hossenfelder, qui est une très bonne théoricienne, critiquent justement l'usage de la beauté en pensant qu'elle nous a menés sur une voie qui n'est pas légitime. Donc, il y a débat autour de cette question. Je ferme cette parenthèse. Donc cette supersymétrie, elle a des vertus, mais elle en a d'autres encore. C'est que le boson de Higgs, dont je vous ai parlé maintenant plusieurs fois, eh bien, il devrait être extrêmement lourd. Extrêmement lourd. Or, il est assez léger, une centaine de gigaélectronvolts. Et ça, c'est une chose que la supersymétrie permet d'expliquer. Sans supersymétrie, vous vous attendez à ce que la masse du boson de Higgs soit pratiquement égale à la masse de Planck, qui est considérable, 10 puissance 19 gigaélectronvolts. Or, la valeur mesurée, ce n'est pas 10 puissance 19, c'est 10 puissance 2 gigaélectronvolts. Et la supersymétrie permet d'abaisser la masse du boson de Higgs depuis cette valeur qu'on pourrait presque dire délirante vers la valeur mesurée. Alors ça, c'est une vertu extraordinaire. Ça vous permet d'expliquer une masse observée alors que votre modèle standard vous prédisait, pourrait-on dire, une masse extrêmement différente. Bien. Quatrièmement, la supersymétrie est prédite par la théorie des cordes. Bon, la théorie des cordes veut un monde supersymétrique. Alors ça, c'est un argument un peu faible parce que la théorie des cordes, on ne sait pas si elle est vraie. Je vous en reparlerai plus tard. C'est un modèle spéculatif, tentative d'unification du réel. Donc être prédit par un modèle qui est peut-être faux, c'est pas très fort. Mais enfin, vu que la théorie des cordes a quand même un statut assez particulier dans les théories d'unification, le fait que la supersymétrie apparaisse comme un requisite en quelque sorte de la théorie des cordes, à haute énergie d'ailleurs, c'est quelque chose bien sûr qui va à nouveau jouer comme un, je ne sais même plus où j'en suis, 4e ou 5e
argument fort, peut-être pas très fort, mais en tous les cas, argument intéressant en sa faveur. Bon. La supersymétrie permet de résoudre des problèmes de divergence, c'est-à-dire des grandeurs qui étaient infinies dans nos calculs deviennent finies, ce qui est une très grande vertu pour ce qui est de la cohérence mathématique de la théorie. Et la supersymétrie permet d'expliquer la matière noire. Vous savez aujourd'hui que l'essentiel de la masse de l'univers est invisible. Voilà. L'essentiel de la masse de l'univers n'est pas constitué d'étoiles, ni de planètes, ni de choses comme ça. On sait que la grande majorité de ce qui est pesant dans notre monde, c'est une matière qui est non seulement invisible, mais qui est en plus d'une nature nouvelle. Ça tombe bien. La supersymétrie prédit l'existence de particules massives, faiblement interagissantes, parce que sinon on les aura déjà vues, et stables, ce qui permet d'espérer qu'elles soient encore présentes, même si elles ont été créées au moment du Big Bang. Donc la supersymétrie, quand on fait le calcul, en plus on trouve la bonne densité, prédit un candidat parfait pour expliquer cette mystérieuse matière noire qui se dérobe à nos observations. Je vais avancer un peu parce que je ne veux pas vous perdre dans les détails techniques, mais je crois que vous avez compris que la supersymétrie est une théorie formidable. Elle a d'ailleurs monopolisé la quasi-totalité des études sur la physique qu'on appelle donc au-delà du modèle standard depuis des décennies. Parfait. Le seul petit problème dans cet édifice magnifique, c'est qu'il est faux. Le grand collisionneur de hadrons, le LHC du CERN, nous a en quelque sorte dit « Oh, la supersymétrie, c'est génial !» Mais c'est faux. Alors, je m'avance un peu. À ce stade, la supersymétrie stricto sensu n'est pas exclue. Voilà. On peut garder l'espoir que dans quelques années, on trouve finalement qu'elle est vraie dans des conditions improbables. Mais en tout cas, les mesures disponibles à ce jour, et je parle début 2020, sont très défavorables au modèle. C'est-à-dire qu'à ce jour, la supersymétrie, au moins dans sa forme la plus simple, est invalidée par l'expérience. Et là, vous voyez que la science nous met aux prises avec l'altérité. Parce que soyez certains que si tout cela était une construction sociale, les physiciens auraient eu évidemment intérêt à ce qu'on la trouve, cette supersymétrie. Ça aurait été beaucoup plus simple pour nous, pour demander des budgets pour nos prochaines expériences, pour avoir une razzia de prix Nobel, pour avoir des distinctions en tout genre, et pour avoir des moyens intellectuels et humains pour poursuivre nos recherches. Donc, bien sûr que si tout cela relevait d'une projection fantasmatique, nous l'aurions trouvé. Tout le monde y aurait gagné. Mais là, vous voyez que quand même, par cet échec en quelque sorte, ce qui se signe, c'est aussi la grandeur de la physique. C'est-à-dire sa capacité à dire sereinement, nous avons fait fausse route. J'ai été membre d'un jury de thèse, donc un doctorat sur la supersymétrie, de la physique théorique. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de supersymétrie, j'étais un peu le membre naïf. Et j'ai été à la fois amusé et attristé, parce que je voyais non pas le doctorant, mais le directeur de thèse du doctorant qui avait mon âge, et qui finalement était désemparé de ses résultats. Et je caricature un peu, bien sûr, mais on avait presque l'impression qu'il disait, mais quand même, c'est injuste. La nature a du culot de me dire que je me suis trompé. Enfin, j'ai toujours très bien travaillé, j'ai toujours été premier de ma classe, j'ai eu toutes les distinctions possibles et imaginables, j'ai publié 100 articles, dont la moitié dans Physical Review Letters, qui est la plus prestigieuse revue en physique théorique. Quel culot a le monde de me détromper. Et je crois que nous avions un peu oublié qu'en effet, ce qui tranche en physique, ce n'est pas l'assentiment des pairs. Il ne suffit pas d'être bien vu par ses collègues, d'être invité pour faire des conférences à Princeton. Ça ne suffit pas pour avoir raison. Et parce que les échelles de temps en physique des particules sont très longues, il y a des gens de ma génération qui n'avaient jamais vu leurs idées mises à l'épreuve et qui d'un seul coup découvrent avec un peu de désarroi qu'il ne suffit pas d'avoir beaucoup publié et d'avoir été beaucoup cité pour avoir raison. Et ça, je trouve que c'est un peu triste pour ceux qui le vivent, ça sera sans doute mon cas d'ailleurs aussi, mais c'est un peu salutaire également. Vous savez, dans ce monde que nous parcourons, où on invente des évaluateurs, des indicateurs, et où finalement la plupart des gens ne finissent que par travailler pour satisfaire aux indicateurs et perdent complètement de vue ce qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire la production de connaissances,
parce que nous y sommes souvent contraints, ça fait du bien, voilà, de se dire que la nature, elle, n'est pas dupe de nos indicateurs. La nature s'en fiche complètement, et quand on se trompe, elle nous le fait savoir. Je vous donne un deuxième exemple. La démarche d'unification que j'ai présentée, vous vous en souvenez, on unifie électricité et magnétisme dans l'électromagnétisme, ce qu'on appelle les équations de Maxwell, et on unifie l'électromagnétisme avec la force nucléaire faible dans ce qu'on appelle le modèle électrofaible de Glashow, Salam et Weinberg. Bon. Cette démarche d'unification fonctionne très bien. Elle est d'une très grande élégance, d'une très grande cohérence, et elle marche tout simplement. Voilà, elle permet de faire des prédictions, elle permet de faire des calculs, et elle permet de dire quelque chose de la structure du monde subatomique. Et il y a quelques décennies, il était tout à fait évident qu'il fallait la poursuivre pour inclure l'interaction nucléaire forte. Bon. Le modèle qui permet de faire ça s'appelle SU5. Alors, c'est pas très sexy comme nom, mais c'est le groupe des matrices spéciales unitaires d'ordre 5, peu importe le détail technique. Ce que ça signifie SU5, c'est que nous avions, là encore je dis nous sans être concerné, hein, j'étais gamin, les physiciens de l'époque avaient élaboré une théorie extrêmement élégante, extrêmement simple, extrêmement naturelle et je dirais presque évidente, vous voyez, parce qu'elle tirait les conséquences, elle tirait les leçons de tout ce qui avait été compris, elle généralisait de manière presque triviale ce qui était à l'œuvre, fonctionnel, et elle permettait d'intégrer une nouvelle force. En exagérant un peu, mais pas tant que ça, je dirais qu'il y a quelques décennies, SU5 faisait partie des théories qui ne peuvent pas être fausses, trop évidentes, trop élégantes, trop attendues. Et la mettre à l'épreuve relevait presque de l'inutile. Là encore, ça permettait d'avoir un prix Nobel de plus, mais on n'en doutait pas vraiment. Et, là encore, nous nous étions trompés. Parce que la théorie SU5 prédit que les protons doivent être instables et se désintégrer. Alors évidemment, pas instables de quelques minutes, hein, parce que sinon, le simple fait qu'on existe aurait rendu la théorie caduque, mais avec un temps de vie qui est beaucoup plus grand que l'âge de l'univers. Alors ne vous dites pas, du coup, on ne peut pas le voir, parce que certes, même si on prend un très grand nombre de protons, même si le temps de vie est plus grand que l'âge de l'univers, il ne s'agit que d'un temps de vie moyen. Et donc vous avez toujours un petit nombre de protons qui vont se désintégrer en un temps beaucoup plus bref, comme dans n'importe quel processus radioactif. Quand on donne le temps de vie, c'est un temps statistique, si vous voulez. Mais un objet particulier peut vivre 10 fois plus ou 10 fois moins, avec une probabilité plus petite. Donc on a pris de l'eau, on s'est mis sous terre, on a mis plein de détecteurs autour et plein de protections pour ne pas être contaminé par les autres sources de radioactivité, et on a attendu de voir un proton se désintégrer. Et on n'en a pas vu. Et on s'est rendu compte que les limites expérimentales qui étaient mises sur la durée de vie du proton étaient incompatibles avec les prédictions de la théorie SU5. Et SU5 fut abandonné, bien que certaines versions d'autres théories d'unification, bien sûr, sont encore considérées. Et donc vous voyez avec ces deux exemples, la supersymétrie et SU5, que nous avons parfois des élaborations théoriques, qui sont aussi des élucubrations, mais je trouvais le terme un peu péjoratif, qui sont très bien motivées, qui sont mathématiquement très élégantes et très cohérentes, qui sont assises sur des corpus maîtrisés, qui tiennent compte des leçons de l'histoire récente, qui catalysent des communautés entières. Ça d'ailleurs, il faudrait en tirer les leçons, parce que peut-être avons-nous trop eu tendance dans le passé à mettre toutes nos forces dans une direction unique, et à perdre un peu en diversité et en foisonnement d'idées. Toujours est-il que ces théories étaient motivées et se sont avérées fausses, alors même que toute la communauté aurait gagné à ce qu'elles soient vraies. Et ça, je trouve que c'est le meilleur argument pour dire la science n'est pas qu'une construction sociale. Si c'en était une, nous aurions été satisfaits. Comme en politique. Politique, on est toujours content. Quoi qu'il se passe, ça correspond toujours à ce qu'on avait prédit, à ce qu'on avait prévu, et ça nous donne toujours raison, quelles que soient nos colorations politiques. Oui, mais ça c'est tricher, ça c'est pas drôle. En science, on peut se tromper. Voilà. Et je pense que cette preuve négative montre qu'il y a quand même quelque chose d'une altérité qui s'impose à nous. Donc ce que je vous suggère à ce stade, c'est de considérer que la science, c'est une construction, qui est une tension très forte entre d'une part l'incroyable liberté créatrice
pour les raisons que nous avons évoquées, du scientifique qui peut inventer de façon extrêmement libre à partir de contraintes assez peu nombreuses, qui sont finalement essentiellement les lois de la logique et la théorie des ensembles et l'adéquation avec les observations et les expérimentations. Et d'autre part, le pôle implacable factualité qui nous dit « oui, mais même si vous êtes très intelligent et très puissant et que vous construisez un immense télescope parce que vous croyez qu'il y a une planète ici, eh bien la nature peut vous dire qu'il n'y en a pas. Que ça vous plaise ou non, il n'y a aucun moyen de faire apparaître une planète là où il n'y en a pas. » Et donc, il va falloir que nous cheminions encore avec cette ambivalence que je crois en réalité être une richesse.